C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gloomy Club où nous poursuivons la découverte de la marque Capucine et Vitamine avec Camille, jeune entrepreneuse de 27 ans et pâtissière de la marque. Il y a bientôt 10 ans, sa vie a pris un virage inattendu lors des vacances d'hiver 2015 avec un diagnostic qui a bouleversé son quotidien. Pendant un an, elle a affronté une santé fragile, subissant de nombreux allers-retours chez son médecin traitant. Après des mois de doute, son médecin a décidé de la tester pour l'intolérance au gluten. Un tournant crucial qui a changé le cours de sa vie. Les anticorps dans sa prise de sang ont révélé la vérité, la maladie cœliaque. Avec cette révélation, le parcours de Camille a pris un virage important. Elle s'est tournée vers un gastro-entérologue pour une gastroscopie confirmant le diagnostic, amorçant ainsi un voyage jonché de changements et de bouleversements. L'annonce du diagnostic fut un moment délicat et difficile à accepter pour Camille. Heureusement, son médecin généraliste l'a accompagnée dans cette nouvelle étape de la vie, en la dirigeant vers des professionnels de santé tels que les diététiciens. Le premier défi était de taille, apprendre à naviguer avec une nouvelle alimentation sans gluten. Mais une fois cette transition amorcée, Camille a rapidement ressenti les bénéfices. En quelques semaines seulement, elle a constaté une augmentation d'énergie, une humeur plus stable et un confort de vie considérablement amélioré. Un an après le diagnostic, Camille a pris une décision audacieuse. Confrontée à la difficulté de trouver des pâtisseries sans gluten, elle a choisi de suivre sa passion pour la pâtisserie en s'orientant vers un CAP pâtisserie. Mais ce n'était pas sans embûches. Après plus de 100 candidatures infructueuses en raison de la maladie cœliaque, elle a finalement choisi la voie du candidat libre tout en travaillant pendant la journée. Camille a persévéré et travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans pour obtenir son diplôme. Elle a surmonté les obstacles, même cuisinant d'énormes quantités de gâteaux à base de farine de blé pour s'assurer que ses créations soient parfaites pour le jour de l'examen devant le jury. Mais son parcours ne s'est pas arrêté là. En parallèle de son activité, elle a lancé les Délices de Camille, un laboratoire où elle confectionne des gâteaux et pâtisseries fraîches sur commande dans la région de Dax. Elle n'a pas seulement bâti son rêve, mais elle a aussi rejoint Cassandra dans le projet Capucine et Vitamine, proposant des kits pour pâtisseries sans gluten vendus dans toute la France. Ce projet lui tient profondément à cœur car il vise à démocratiser l'accessibilité des produits sans gluten, offrant ainsi des alternatives savoureuses à tous. Restez à l'écoute pour plonger dans cette histoire palpitante et découvrir comment Camille a transformé son défi en passion pâtissière, un récit qui ne manquera pas de vous inspirer. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Camille. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club pour que tu nous partages un peu ton parcours avec la maladie cœliaque. Alors, je veux bien que tu te présentes et que tu nous racontes ton diagnostic. Alors, moi c'est Camille, j'ai 27 ans aujourd'hui et du coup ça va faire bientôt 10 ans que j'ai été diagnostiquée cœliaque. Donc à cette période-là, j'avais quasiment 18 ans. C'était en 2015, pendant les vacances d'hiver 2015 que j'ai eu le résultat de toutes les analyses que j'ai pu faire. Et avant ça, j'ai été en fait très malade pendant à peu près 12 mois avant ça. Ok. Du coup, pendant toute cette période-là, j'ai passé pas mal de temps chez mon médecin généraliste qui me voyait à peu près tous les 15 jours à peu près. Et qui ne trouvait jamais rien de plus qu'une simple diarrhée chronique en réponse à tous mes maux. Et c'est au bout de plusieurs mois qu'elle s'est dit pourquoi pas tester l'intolérance au gluten. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'elle a axé les prises de sang sur ces recherches-là, parce que je faisais déjà beaucoup de prises de sang à ce moment-là pour des recherches diverses sur pour savoir si j'étais anémiée de quelque chose. Donc mis à part le fer qui ressortait tout le temps, on trouvait rien d'alarmant.
Et donc, la recherche par rapport au gluten a été positive. Et donc, suite à ça, j'ai dû faire une biopsie pour vérifier vraiment comment ça se passait au niveau de l'intestin. Donc, j'ai vu un gastro-entérologue. C'est un rendez-vous qui m'a marqué parce que pour moi, ça voulait dire beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. À cet âge-là, on est quand même assez sensible à tout ça. Et il m'a annoncé avec une telle froideur que j'étais intolérante au gluten. Je me suis pris ça dans la face, ça a été très très dur. Et je me rappelle, je suis même sortie du bureau pour complètement craquer parce que c'était hyper impressionnant pour moi. Mais bon, suite à ça, après ça s'est super bien passé. Mon médecin généraliste, il m'a conseillé de voir une diététicienne, donc il m'a beaucoup rassurée sur ce que j'allais pouvoir manger ou pas, etc. Donc voilà. Et justement, ton gastro-entérologue, il t'a pas expliqué plus que ça ce que ça engendrait, où est-ce que tu pouvais trouver le gluten, comment t'adapter? Non, pas du tout. Ça a été vraiment, il a posé son diagnostic et c'est tout. Et on est sortis de là avec mes parents, on était livrés à nous-mêmes, on va dire. Face à tout ça, on n'avait aucune information. Ok, d'accord. Donc heureusement que ton médecin traitant a pris le relais pour t'orienter et t'aider du coup dans ton parcours. Oui, carrément. Ok. Et du coup, t'as vu une diététicienne? Oui, on a fait un rendez-vous, je me rappelle, avec ma mère, qui nous a donné 2-3 recettes sur des feuilles blanches. Bon, au final, ça n'a pas été très utile. C'était surtout pour nous rassurer, je pense, et nous faire comprendre qu'il y avait tellement d'autres choses à voir qu'on connaît pas forcément quand on a une alimentation normale. Donc voilà. Tu as des suivis réguliers justement avec un gastro, avec ton médecin traitant? Pas du tout. Je suis pas du tout suivie depuis le début. J'ai jamais fait de tests tous les ans, tous les 2 ans pour voir comment ça évoluait pour moi. Non, jamais. Ok. Et toi, comment tu l'as perçu justement le fait, t'as ton diagnostic, t'es un peu livré à toi-même. Enfin, du coup, t'as fait des recherches de ton côté. Comment ça s'est passé pour toi? À ce moment-là, en fait, je vivais chez mes parents et en même temps, j'avais un petit appartement parce que j'étais étudiante. Pas très loin de chez mes parents, j'étais à 30 km. Et du coup, j'avais un petit appartement avec du coup de quoi me faire à manger. Et à ce moment-là, c'est mon père qui est venu chez moi, qui a regardé mon étagère, qui a sorti tout ce que je ne pouvais plus manger pour les ramener chez eux. Et c'est vrai cette image nous a marqué. J'avais ma petite étagère et il me restait une boîte d'haricots verts. J'avais plus rien à manger. Ça fait un peu maigre. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit bon, il y a du travail, il va falloir revoir tout ça. Mais au final, après, heureusement que on habite du coup, comme je te disais, pas très loin de la frontière espagnole, et on a trouvé pas mal de plats assez pratiques, vraiment sans gluten, qui pouvaient coller avec ma vie d'étudiante à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, est-ce que tu vois, c'était vraiment une période fin d'adolescence, jeune adulte. Est-ce que justement il y a eu un impact sur ta vie sociale à ce moment-là? Oui, carrément. Et même bien avant d'avoir le diagnostic, en fait. Parce que du coup, tout l'été où j'ai passé mon bac, fin du lycée, forcément à cette période-là, en général, on sort avec ses amis, tout ça. Je me rappelle, on a fait une semaine sur la côte avec 2 amis à moi. Et donc, à peine arrivé, on décharge nos valises, on se dit bon on va en bas, on va manger un panini ou un beignet parce qu'on trouve à la plage, quoi. Et de là, mais j'ai été malade pendant 2 jours non-stop. C'était vraiment l'enfer parce que j'osais pas trop dire à mes amis exactement ce que j'avais parce que déjà j'en savais trop rien. Tout ce que je savais, c'était que j'étais hyper mal à l'aise
Et au bout de 2 jours, du coup, j'ai appelé ma sœur au secours pour venir me chercher. Ouais. Et puis je sais plus avec qui on en parlait, mais en fonction aussi des périodes de notre vie, enfin, on est plus ou moins à l'aise de parler de certains sujets. Et là, parler de problèmes digestifs, c'est pas très agréable quoi de partager ces informations-là avec des amis plus ou moins proches en fait. Oui, non, c'est clair. Même avec mes proches, c'était pas toujours facile. Alors avec des amis du lycée, c'était juste pas possible pour moi. Et puis de vivre en cohabitation, on est dans le même espace de vie. Enfin, parfois il y a juste une toilette, on se dit oh là là, comment je vais gérer ça et tout si je suis malade. Donc c'est de l'angoisse, c'est du stress en plus en fait pour c'est ça, la situation. C'était insupportable. Et justement, donc tu dis que tu as eu ton diagnostic après le bac. Ouais. Et est-ce que pendant cette période-là, qui est quand même très pour la majorité des personnes, c'est quand même très stressant. Est-ce que tes symptômes t'avais plus de symptômes? Est-ce que justement c'était compliqué de lier les révisions, cette période-là qui est quand même très complexe avec la maladie où tu n'avais pas en plus de mots sur cette maladie? Ouais, c'était très difficile à gérer parce que du coup j'étais fortement malade. Alors c'est pas pour autant que j'allais pas en cours, j'ai toujours été en cours, mais ça m'arrivait vraiment de m'endormir sur ma table. C'était vraiment une fatigue, je pouvais rien faire pour l'améliorer, c'était vraiment plus fort que moi. Donc le niveau de concentration en cours c'était limite. Et je me souviens, c'était le soir, mon cousin qui a 1 an de plus que moi, qui me faisait des cours en gros de rattrapage, qui était vraiment très très doué à l'école. Et je pense que c'est vraiment grâce à lui que j'ai obtenu mon bac cette année-là, parce que c'était vraiment du rabâchage. Mais tous les soirs, je rattrapais ma journée en fait, où j'avais un niveau de concentration beaucoup trop faible. Et du coup, après le bac, viennent les études supérieures. Est-ce que toi, justement, quel a été un peu ton parcours après le bac? Alors après le bac, du coup, moi, j'ai suivi en BTS. J'arrivais à peu près à gérer. On va dire les 4 premiers mois, c'était un peu chaotique parce que je savais toujours pas qu'est-ce qui m'arrivait. Mais de suite, après les vacances d'hiver, du coup, j'avais une solution. J'ai démarré de suite le régime sans gluten. Et au bout d'1 semaine, c'était le jour et la nuit. J'avais retrouvé plus d'énergie, mon humeur aussi, parce que ça jouait énormément sur mon humeur. J'étais fortement désagréable toute l'année avant, sans le vouloir, hein. C'était vraiment plus fort Ouais, que est-ce moi. que ça joue, ouais. Donc à partir du moment où j'ai vraiment suivi un régime strict sans gluten, tout s'est amélioré très 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 vite. Et c'est quoi, quels ont été pour toi en fait les plus grands défis à changer ton alimentation? Déjà, se mettre à cuisiner. C'est à cette période-là, moi étudiante, je cuisinais pas à part des pâtes. J'ai toujours été une grande fan de pâtes. Toute petite, je déjeunais avec un bol de coquillettes, pour te dire. Donc, apprendre à cuisiner, un peu plus équilibré pour rattraper justement la perte de poids que j'avais pu avoir. Donc ça, c'est un très gros défi, parce que dans une petite cuisine d'étudiante, c'est pas toujours évident. C'est ça, et puis le budget aussi. Ouais, le budget. Alors, honnêtement, à ce moment-là, c'est mes parents qui géraient ça. Heureusement, parce qu'on sait que ça augmente fortement le prix d'un caddie quand on mange sans gluten. Donc voilà. Après, j'ai la chance que mes parents cuisinent beaucoup, donc ça m'arrivait de ramener mes Tupperware pour la semaine dans mon appart au maximum pour être sûre d'avoir tout ce qu'il me fallait en apport. Ouais. Et justement, quand on avait échangé toutes les deux, tu me disais que tu vivais pas très loin justement de la frontière espagnole. Et est-ce que
tu as continué justement de faire ces allers-retours avec tes parents pour acheter des produits sans gluten qui étaient plus facilement en fait trouvables à ce moment-là en Espagne? On l'a fait, oui, toute la durée où j'ai cohabité un peu avec mes parents. Ouais. Après, toute seule, non, je l'ai pas continué parce que c'est quand même difficile à gérer, les allers-retours, c'est pas forcément évident, même si après, une fois sur place, c'est clairement la libération. Déjà, je savais que j'avais droit à manger au McDo en y allant. Ouais. C'était la petite récompense. Après, quand on rentrait dans le rayon sans gluten, c'est comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets. Donc voilà, mais là, aujourd'hui, par exemple, j'y vais une fois tous les 6 mois. À cette époque-là, au moment où tu as eu ton diagnostic, tes parents, comment ils ont... C'est via des recherches qu'ils se sont rendus compte justement qu'en Espagne, c'était beaucoup plus développé ou peut-être qu'ils l'avaient vu avant en y allant? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est les médecins qui ont dû leur donner l'info parce que on n'avait pas forcément l'habitude de faire attention à ça avant. Ouais. Donc, je pense que c'est soit peut-être la diététicienne, je me rappelle plus trop à ce moment-là comment ça s'est passé. L'Espagne, l'Italie, c'est ce qui revient aussi pas mal sur Internet en pays où vraiment le sans gluten est développé, donc c'est aussi fortement probable. Et du coup, toi, après, tu t'es orientée vers un CAP pâtisserie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À peu près 1 an après avoir eu le diagnostic, c'est vraiment ce qui me manquait le plus, de trouver des bonnes pâtisseries. Sachant que j'habite dans les Landes, il y a vraiment pas grand-chose au niveau du sans gluten. Et donc, je me suis dit pourquoi pas me lancer, passer un CAP pâtisserie et pouvoir proposer ça aux personnes qui ne sont pas ni de Paris, ni de Bordeaux, C'est ça. des choses comme ça. Et ça a été assez compliqué parce que la condition pour entrer en CFA et suivre des cours pour un CAP pâtisserie, c'est de trouver dans un premier temps un professionnel, donc un boulanger-pâtissier, qui accepte de me prendre en contrat de pro. Ouais. Et j'ai fait à peu près une centaine de boulangeries-pâtisseries autour de chez moi. Et aucun n'a voulu prendre le risque de se confronter à ça. Si on savait pas trop comment j'allais réagir, si au bout de quelque temps, le fait d'être en contact tout le temps avec de la farine, ça allait passer ou pas. Donc, du coup, à ce moment-là, on me dit que c'est pas possible de passer mon CAP sans avoir de contrat. Du coup, je prends la décision de le passer en candidat libre. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'obligation de réaliser un stage. D'accord. Comme aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un boulot qui me permettait d'étudier en même temps. Donc, pour ça, j'ai cumulé un contrat dans une grande surface en mise en rayon. Comme ça, je bossais de 5h à midi tous les jours. Et j'avais mon après-midi de libre pour bûcher et les cours et la pratique. Et ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est le livre de Michel et Augustin. Je sais pas si tu connais. Si, oui, je connais. Donc, ils ont créé le gros bouquin Michel et Augustin pour passer son CAP. Oui. Et c'est hyper bien fait. C'est comme un livre, on va dire, assez scolaire, avec tout ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut maîtriser. Et il y a même des petits CAP blancs à faire. Ouais, ok. Tout au long de l'année. Et donc, j'ai pris mon temps, j'ai pris 2 ans pour bien assimiler tout ça. Donc, je faisais des quantités astronomiques de pâtisserie, pas sans gluten, évidemment, tout avec de la farine basique, une farine de blé, pour être sûre d'avoir les bons résultats le jour J de l'examen. Donc, mes proches étaient très contents. J'avais toujours de quoi manger à la maison. Et toi, tu pouvais même pas goûter tes pâtisseries. Ah non, rien du tout. C'était vraiment très frustrant. Donc voilà, je demandais à chaque fois qu'ils aient un avis vraiment très très sincère sur ce que je faisais parce que moi-même je pouvais pas juger. Bah oui, c'est ça. Donc voilà, et au bout de 2 ans, je me suis lancée, je me suis présentée et je l'ai eu du premier coup.
Voilà. Trop bien, trop chouette. Ça devait être un rythme hyper intense, hein, entre le matin, 5 heures, travailler, en mise en rayon, l'après-midi, travailler, autour de la théorie, qu'après, cuisiner, faire de la pratique. Ça devait être, un rythme très, très soutenu. Ouais, c'est ça. Après, c'est surtout le stress qu'il y a autour de savoir que du coup, j'avais de la farine partout dans ma cuisine, mais vraiment dans des quantités énormes. Et pour gérer, pour pas moi m'intoxiquer à côté, c'était vraiment l'enfer. Mais au final, c'est possible. Ouais, et je reviens sur un sujet que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu étais obligée d'utiliser de la farine de blé parce que justement, si tu prenais de la farine de maïs, de noix de coco ou autre, ça n'a pas la même consistance et pas la même finalité en fait pour la pâtisserie. C'est ça. Le résultat n'aurait pas été les mêmes. Et enfin, peut-être que j'aurais pas réussi à avoir le résultat souhaité le jour J. Donc, Parce que pour le CAP pâtisserie, ils obligent pas forcément à ce que tu utilises de la farine de blé ou si? alors, le jour du CAP, on doit utiliser les produits qu'ils ont eux. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça. On n'amène pas nos produits. D'accord. Donc, oui, il vaut mieux s'entraîner avec la farine de blé. Peut-être qu'un jour, ils ouvriront à ce qu'on ait des farines alternatives. Peut-être. Et donc, une fois que tu as eu ton CAP pâtisserie, vers quelle opportunité pro tu t'es orientée? Alors là, j'ai eu quand même assez de chance. C'est que la grande surface dans laquelle je travaillais était au courant que je faisais ce petit projet à côté. Et donc, dès que j'ai eu mon diplôme, ils m'ont proposé un poste en pâtisserie dans le magasin. Donc, j'ai accepté. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mais sans pouvoir trop développer le côté sans gluten. Donc j'ai vite passé à autre chose ensuite. Ouais, et je rétropédale un peu, mais le fait que tu utilises de la farine de blé chez toi, et on sait à quel point la farine, ça vole partout, tu as eu des symptômes, t'as été malade à des moments où tu n'as pas vu de modification sur ton état de santé pendant cette période-là? Alors, j'avais pas de réaction du coup au niveau intestin. Ouais. Donc ça allait. Par contre, j'avais souvent des petits boutons un peu partout. Et moi, la zone de réaction première que j'ai, c'est mes gencives. J'ai les gencives qui gonflent. Ok. Donc c'est connu. Je suis au club, moi aussi, j'ai des problèmes de gencives. C'est bon, on n'est pas toute seule, Camille, on est déjà 2. Ça. Dans les petits détails de l'amour, voilà. Non, mais oui, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se dit bon, on va l'utiliser, mais c'est vrai que ça, même si on fait très attention, ça vole. Il y a toujours des petites choses. C'est pas des grosses réactions, mais c'est des petits signes qui montrent que c'est toujours là. C'est ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as créé ton compte Insta Les Délices de Camille ou pas? Oui, en fait, j'avais depuis le début de ma réflexion autour du CAP, je savais que je voulais ouvrir une pâtisserie. Je savais pas trop sous quelle forme, soit en boutique, soit pas de boutique. C'était encore tout à réfléchir. Ouais. Et quand j'ai décidé d'arrêter du coup mon activité de pâtissière en grande surface, j'ai monté tout mon dossier. À ce moment-là, le mieux c'était d'ouvrir un laboratoire, mais sans boutique. Ok. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'ai mon laboratoire. Et tout ce que je fais, c'est sur commande et les clients viennent chercher au labo ou alors je suis présente aussi sur un marché. Ok, et c'est possible de commander parce que je crois qu'on passe par ton compte Insta, mais tu livres partout en France ou c'est vraiment sur ton secteur à toi? Non, ouais, je reste sur mon secteur. Ok. Donc moi, je suis près de Dax. Donc, j'ai fait à peu près 30-40 km autour de Dax. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes avec les délices de Camille? Alors, le principal, c'est de la pâtisserie fraîche, parce que c'est vraiment ce qui manque. Donc, tout ce qui est entremets, je fais des gâteaux d'anniversaire vraiment sur mesure, en fonction de ce que le client souhaite. En fait, j'ai pas de carte définie.
et je fais en fonction de ce que le client aimerait plutôt. Ouais, c'est ça. C'est plutôt de développer un projet avec le client, de savoir ce qu'il aime, ce dont il a besoin, et après de construire avec lui le gâteau de ses rêves, C'est finalement. Et donc, toi, tu fais également partie de Capucine et Vitamine avec Cassandra. C'est bien ça? Exactement. Et du coup, comment s'est passée la rencontre avec Cassandra? Très simplement. En fait, elle m'a écrit sur mon compte Instagram en me disant que voilà, elle était elle aussi cœliaque, qu'elle venait de l'apprendre 1 an à peu près avant, et qu'elle souhaitait me rencontrer pour parler d'un projet qu'elle avait autour de ça. Donc, on s'est rencontrés dans un café à Dax, et où elle m'a du coup parlé de tout son projet qui était déjà bien avancé, tout déjà très très bien travaillé, et il lui manquait du coup une pâtissière où elle pouvait et un laboratoire où elle pouvait développer son produit. Ok. Donc c'est à ce moment-là que vous avez décidé du coup de travailler toutes les deux sur la marque. Et du coup, toi, tu travaillais sur les recettes, c'est ça? C'est ça. En fait, elle a créé, on va dire, tout ce qui est autour du produit. Et moi, je crée les recettes. Ok. Et comment ça se passe du coup pour la création des recettes? Alors, moi, je lui propose des recettes qu'on essaye de faire du coup, parce que moi, j'ai des techniques, on va dire, assez professionnelles qui ne peuvent pas tellement être appliquées sur un kit de pâtisserie que monsieur et madame tout le monde va préparer chez soi. Donc, on a fait quelques essais dans mon labo, toutes les deux. On en a goûté plusieurs jusqu'à ce qu'on trouve celle qui nous allait à toutes les deux. Il y a 4 goûts, c'est bien ça, de kit actuellement? C'est ça. On a commencé par la madeleine, les cookies. C'est un peu notre best-seller pour le moment. Le brownie, qui est fait avec des noisettes des Landes. Donc, ça nous tient très à cœur. Et le dernier, c'était muffins au thé matcha. Donc là encore, on sait que tout le monde n'aime pas trop le thé matcha, mais c'est un parti pris. Et c'est assez intéressant à réaliser. Ouais. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Cassandra dans ce projet? Déjà, ça développe l'accessibilité, on va dire, aux produits sans gluten. Donc, c'est top. De créer quelque chose dans notre région. Encore une fois, un point hyper important. On essaie d'utiliser des produits au maximum le plus proche de nous. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'idée, géniale, parce que c'est vrai que pouvoir sortir du placard un kit et se faire des gâteaux en 30 minutes, c'est quand même hyper pratique. Ouais, c'est ça, c'est hyper... en fait, d'avoir... moi, j'ai pris un peu le réflexe d'avoir toujours un petit kit à la maison, comme ça, même si on doit aller chez des amis et qu'on n'a pas grand-chose, on se dit, s'il faut rajouter juste des œufs ou du beurre, au moins, en quelques minutes, c'est fait, on a une petite pâtisserie, et si j'ai rien à manger, j'aurai au moins le plaisir de manger le sucré voilà, chez des amis. Et du coup, vous avez le souhait de développer la gamme? Oui, bien sûr. On va en créer d'autres et ça arrivera au fur et à mesure. Mais oui, ça va se développer. Par contre, on n'est pas sur que du régional. On essaye d'être un peu présente partout. Là, Cassandra est allée en déposer hier sur la région de Bordeaux. Chouette. Donc, c'est déjà un grand pas pour nous. Mais oui, on fait quelques petites boutiques de notre région pour l'instant. Et après, l'expédition est possible partout en France. Trop bien. Et toi, quel conseil tu pourrais donner justement à une personne qui est atteinte de la maladie cœliaque et qui cherche, tu vois, à travailler justement dans ce milieu où on sait que les études que ce soit CAP pâtisserie ou de cuisine, forcément il y a du gluten, et du coup qui est un peu réticente à partir sur ce secteur? Alors, mon conseil, c'est si la personne est ouverte à bouger géographiquement, c'est Paris, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des écoles qui s'ouvrent un petit peu à ça, mais sur Paris. Ouais.
ce qui n'était pas ma possibilité à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et ensuite, se dire que rien n'est impossible et que s'il y a des défis à surmonter, il faut les surmonter parce qu'au final, on peut arriver à tout ce qu'on veut. Le CAP, je misais même pas un centime pour l'avoir du premier coup et pourtant, c'est arrivé. Donc, jamais se démotiver si on en a vraiment envie. Ouais. Et puis, comme tu disais, par exemple, tout à l'heure, tu disais que pour le CFA, fallait un contrat avec une boulangerie. Maintenant, il y a de plus en plus de boulangeries aussi 100% sans gluten. Donc, c'est aussi se dire, de candidater ayant la maladie cœliaque, c'est un point en plus, se dire, c'est une personne qui comprend les besoins et qui va être force de proposition aussi sur le poste. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile d'y arriver. Donc, il faut vraiment pas s'arrêter à la première difficulté. C'est ça, exactement. On arrive à la dernière partie du podcast. Donc, j'ai 3 petites questions pour toi dans la gloomy partie. Quel est ton plat préféré sans gluten ? C'est difficile à répondre à cette question. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir de plat préféré. Mais du coup, j'ai posé la question à mon chéri. Il m'a dit les pâtes carbo. C'est ce que j'allais dire. T'adores les pâtes. C'est le plat réconfortant. Les coquillettes sans gluten, on prend. C'est ça. Et pourtant, je trouve ça vraiment dommage parce que les coquillettes, je crois que c'est les seules pâtes sans gluten où j'arrive pas à m'y faire. Vraiment. Ah ouais? J'ai trouvé aucune recette de toutes les marques possibles qui me plaît. Oh non. Il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là, sur le côté salé. Vraiment. On va proposer ça à Cassandra. C'est ça. Ton restaurant préféré en sans gluten? Alors, en France, j'en ai pas. Ouais. Parce que dans notre région, il n'y en a pas. Il y en a qu'un qui est sur Biarritz. Ok. Mais qui n'est pas mon préféré. Et du coup, mon préféré, ce serait Oe Bistro. Ok. Qui se trouve à Getxo, près de Bilbao. Ok. Alors, je connais pas du tout. Je vais aller voir ça. Et on les a découverts parce qu'on est allé une semaine à Bilbao avec ma sœur et ma cousine. Donc, forcément, à la recherche d'endroits où manger sans gluten, sans risque. Et donc, on a trouvé ce petit restaurant qui est vraiment caché. Très difficile à trouver. Mais au final, on a été agréablement surprise. C'est vraiment très, très bon, très, très fin ce qu'il fait. Il fait très attention aux traces. Il fait lui-même son pain avec et sans gluten. Du coup, j'ai pas mangé de pain parce qu'il utilise le même four. Mais après, voilà, il est très attentif. Il m'a très bien expliqué que voilà, il y avait des traces dans son four, donc il valait mieux pas que je mange le pain. Mais pour ceux qui tolèrent les traces, par exemple, c'est hyper bien à savoir que là-bas, c'est très très chouette. Voilà, parfait. Et pour terminer, ton compte Instagram préféré en sans gluten? Alors, je me suis. T'as le droit de dire Capucine et Vitamine. en deuxième alors. Sinon, mon compte préféré, parce qu'il y a beaucoup de pâtisseries, c'est celui de Katharina Sermel. Ah, je connais pas. J'ai pas mon téléphone avec moi. Très inspirant. Alors, ok, et écoute, j'irai voir tout à l'heure. S'il y a plein de pâtisseries, ça donne des idées et c'est parfait ça. Voilà. Et je sais pas si je peux donner un autre. Ah si, vas-y, d'abord. Parce que c'est pas un compte Instagram, c'est un blog, mais qui nous a beaucoup aidé avec ma maman quand on a démarré. Ouais. C'est celui de Sunny Délice. Ah oui, je connais. Elle a un compte Insta aussi, donc on l'avait déjà recommandé, donc chouette. Il est je pense qu'elle est plus très active, mais à ce moment-là, nous, ça nous a un peu sauvés. Trop bien, voilà. Parfait. Et écoute, merci beaucoup Camille pour ton temps et pour nous avoir parlé de ton parcours. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you